Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Des camions poubelles pour assainir la capitale. Ils sont offerts par des partenaires turcs. D'autres grandes annonces à suivre dans cette édition pour rendre Conakry propre. Un troisième vendeur d'illusions interpellé à Conakry, lui aussi se dit faiseur de grossesse. Beaucoup de femmes l'accusent d'arnaque et de viol, c'est à suivre tout à l'heure. Le volleyball guinéen veut renaître de ses cendres alors que le sport est très peu pratiqué à Conakry. Un tournoi intercontinental vient relancer les espoirs. La commune de Matam s'est adjugé le trophée. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Je vous le disais dans les titres, des camions poubelles offerts par la société turque Al Bayrak ont été présentés au président Alpha Condé. Ces camions vont servir au ramassage des ordures. Le chef de l'État aborde la politique du pollueur-payeur. Ceux qui salissent doivent être taxés. Sanassi Keita. Des camions poubelles pour le ramassage des ordures ménagères dans la ville de Conakry. Ils sont exposés sur cette esplanade du Palais du Peuple par la société turque Al Bayrak. L'objectif est de lutter vigoureusement contre l'insalubrité à Conakry. Là-dessus, le président de la République reste ferme. Nous avons fini l'appel d'offres. En ce qui concerne le ramassage, nous avons déjà, la sélection a été sélectionnée. Et je pense qu'ils ont été déjà informés. Il reste maintenant à sélectionner la société pour l'enfouchage. Vous savez, le grand problème de Conakry aujourd'hui, c'est les déchets. Il faut absolument qu'on puisse récupérer des déchets pour que Conakry soit une ville propre. Donc nous sommes heureux que la société Al Bayrak ait déjà commencé à envoyer. Bien sûr, nous avons dit qu'il faut qu'il double le nombre de bus. Mais nous avons envoyé aussi des bacs en dépôt 2000. C'est-à-dire maintenant on aura des bacs modernes dans tous les quartiers. Mais on va bien surveiller pour que tout ça soit protégé et que plus personne ne jette de saleté dehors. Tout le monde doit jeter dans les bacs qui sont mis là. Et on mettra des pénalités. Toute personne qui jettera ces saletés dehors sera punie, il y aura une amende. Donc il faut que tout le monde respecte. Et quand on va mettre des bacs partout, chacun doit mettre les saletés dans les bacs. Comme ça, le camion peut viennent, on va mettre dans les poubelles et s'en vont. Il s'agit d'ici la fin de l'année que la Conakry soit une ville totalement propre. Avec ces camions poubelles, le président Alpha Condé compte désormais insuffler une nouvelle dynamique à la politique de lutte contre l'insalubrité à Conakry, afin de débarrasser définitivement la capitale de ses ordures ménagères. Vers une politique nationale d'organisation des pèlerinages, l'idée était au cœur de la journée de concertation sur le Hadj. L'événement était présidé par le chef de l'État. Un logiciel qui gère le processus du Hadj est déjà conçu. Sanassi Keita. Journée nationale de concertation sur le Hadj. La cérémonie mobilise au Palais du Peuple plusieurs fidèles musulmans du pays sous la clairvoyance du chef de l'État. L'objectif étant de discuter sur les voies et moyens devant permettre désormais de mettre en place une véritable politique d'organisation du pèlerinage en Guinée. En termes de toutes les approches logistiques, de tout ce que les pèlerins doivent avoir comme accompagnement, se trouve prévu dans le logiciel qui gère le processus du pèlerinage qui est mis à disposition par les autorités saoudiennes. Le transport, le logement, tout ce que le pèlerin doit faire, partout où il doit passer, tout le processus jusqu'à l'évaluation des agences, tout est prévu dans le logiciel. Donc il est question de l'appliquer et de savoir l'appliquer. Une politique du chef de l'État qui consiste ainsi, dans un premier temps, à faire inscrire tous les fidèles musulmans du pays à partir de cette région naturelle. L'objectif est d'éviter les multiples déplacements des candidats au Hadj vers la ville de Conakry dans le souci de s'inscrire. Les pèlerins guinéens sont ceux qui souffrent le plus au pèlerinage. Au moins, pèlerin en Afrique, en pèlerinage, à Tony Katambi Bedi, pèlerinage. Il y a trop de combines, de malversations et de copinage. Nara, Boudeyagbo, Combingo, Boudeyagbo, Combine Kassia, comme Barignan Côté, alors que Barignan Côté. On va à la Mecque parce que c'est une obligation prévue pour les musulmans. Mais il y a des conditions aussi. D'abord, on va à la Mecque quand on a les moyens.
à la fin, à un moment, il y a des maca. À moins, il y a un moment, à la fois que c'est voilà, ni moins ni moins c'est voilà. Donc on doit se poser la question qui doit organiser le pèlerinage. Dans beaucoup de pays, il y a une agence. Est-ce que c'est le secrétaire qui doit organiser obligatoirement ou il faut une agence? Il faut qu'on voit ce qui passe au Sénégal. On a demandé ce qui passe au Sénégal, au Mali, dans les autres pays. De la Mara organisée. Et cette agence n'a pas de secrétariat islamique. On a besoin de ma bourre. On a besoin de pèlerinage organisé. Donc, récemment, agence liée. On a nécessairement pour ça que le secrétaire doit faire le lieu, je l'ai dit. L'ambition du président de la République pour ces journées de concertation est de se débarrasser de toutes les anciennes pratiques qui affectent le bon déroulement du Hajj pour les fidèles musulmans guinéens. Il y a deux grands scandales. Scandale Filédéien, scandale Filinanana. Le premier scandale, c'est des gens qui viennent de l'intérieur. Il reste plusieurs aussi couchés là-bas, hors central, couchés là-bas, etc. Des femmes, des hommes couchés là-bas, des vieux, etc. C'est un grand scandale. Non, le scandale, il faut que femmes qui est l'intérieur. Et mon programme, il m'a fait et boubé, il fou, et ça ramène, Francfort, il y a mort, ça ramène. Un scandale, il faut que je moi, je suis à l'intérieur. Albi, tu es à l'année, tu es loulou, tu es temps à l'année. Donc, la première solution, c'est de résoudre cette question-là. On a discuté avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite qui a bien l'agencé de nous aider pour cela. Nous avons un ambassadeur d'Arabie Saoudite. Ambassadeur d'Arabie Saoudite. Donc on est en train de mettre en place une structure pour que les gens soient enregistrés dans la chefferie de préfecture, de région, pardon. C'est-à-dire les gens des Zéro-Corée, ou la région forestière viendront à Zéro-Corée, ceux de Kankan à Kankan, ceux de Farana, ceux de Labé à Labé, Mamou, etc. Nous avons fait nous, ambassade d'Arabie Saoudite, mais nous avons enregistré 10 Moufa Conakry. Nous avons un chef de région, c'est-à-dire Zéro-Corée, Farana, Labé, Mamou, Kindia, on les 7 régions. Donc, on a ambassade Bibama pour que moi, le Canada, qu'on a pris bouton, allié à l'enregistrement qui est à la visa sera préfecture. Milliers, Kankan préféré qu'on a, bien à sur Kankan. Milliers la région qu'on a, milliers mamou préfecture qu'on a, etc. Pendant 2 jours donc, ces fidèles musulmans du pays vont échanger sur toutes les questions liées au bon déroulement du Hajj. Résultat attendu, établir une véritable politique d'aide aux fidèles musulmans pour le pèlerinage. Le président a reçu l'ambassadeur de Russie qui arrive au terme de sa mission diplomatique en Guinée. Avec lui, Conakry a renforcé sa coopération avec Moscou dans plusieurs domaines et pour ce travail bien accompli, le chef de l'État l'a élevé au rang de grand commandeur de l'Ordre national du mérite. Ibrahima Keita. Après 8 années passées en Guinée en tant que diplomate, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie quitte Conakry. Durant son séjour de travail, ce diplomate s'est investi dans le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre son pays, la Russie et la Guinée. De la lutte contre la fièvre à virus Ebola en passant par la construction du centre de recherche épidémiologie, microbiologie et des soins médicaux à Kindia, le secteur minier, la formation des cadres civils et militaires et bien d'autres, le diplomate russe s'est illustré dans la consolidation des relations d'amitié entre les deux pays frères. C'est justement pour ces efforts que le président de la République, le professeur Alpha Condé, par décret, a élevé le diplomate russe au grade de grand commandeur de la République de Guinée. Vu la Constitution décrète, article 1er, le grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à son Excellence M. Alexandre Brigadze, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République de Guinée, pour sa contribution au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée. Le diplomate russe s'est dit réconforté par cette décoration et s'engage désormais à être l'ambassadeur de la Guinée partout où il ira. Ce soir est très particulier pour moi parce que le temps est venu de vous dire au revoir, pas adieu, au revoir.
surtout après 8 ans de travail en Guinée et en Sierra Leone. C'est un délai double pour la pratique de service des ambassadeurs russes à l'étranger. Et donc, j'ai été honoré doublement par mon gouvernement et celui des gouvernements guinéens et sierra-léonais. J'en suis fier, surtout parce que j'ai beaucoup appris en travaillant en Guinée et également en Sierra Leone. C'était passionnant, vraiment. On a développé davantage nos relations avec la Guinée dans tous les domaines, surtout dans le domaine de la formation des cadres et aussi de la santé. On a retrouvé une confiance réciproque entre les Guinéens et les compagnies russes travaillant en Guinée, en particulier la compagnie Rusal et la compagnie Nordgold. Nous avons combattu ensemble l'épidémie d'Ebola qui avait ravagé pas seulement la Guinée, mais aussi la Sierra Leone et le Libéria. Comme résultat de cette lutte commune contre Ebola, on a créé avec l'aide de la compagnie Rusal le CREMS, le Centre de recherche en épidémiologie et microbiologie et des soins médicaux à Kindia, où les chercheurs guinéens et russes travaillent ensemble pour prévenir d'autres épidémies en Afrique et dans le monde. C'est une expérience unique qui mérite beaucoup de respect. Aujourd'hui, sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président Alpha Condé, la Guinée se développe d'une manière très dynamique, ce qui est reconnu par toutes les institutions internationales compétentes. La Guinée est réellement en marche. Bonne chance, Monsieur le Président. La Guinée est sur la bonne voie. Nos deux pays et nos deux peuples resteront toujours amis. Pendant ces 8 ans, j'ai beaucoup appris en travaillant en Guinée et en Sierra Leone. Merci, Monsieur le Président, de cet honneur et de cette distinction que vous m'avez accordée ce soir et franchement depuis mon arrivée en Guinée le 9 mars 2011. Je transmets également mes salutations distinguées à votre épouse, son Excellence, Madame la Première Dame. Merci, mes chers amis, du fond de mon cœur. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, lui a rendu hommage aux diplomates russes pour sa disponibilité et sa participation dans le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Russie et la Guinée. C'est toujours triste, mais c'est le rôle des ambassadeurs, ils viennent et repartent. Vous avez eu la chance de rester 8 ans. À votre arrivée, la situation était un peu conflictuelle entre nous, surtout entre la Guinée et Rusal. Il y a eu beaucoup de problèmes, notamment le rapport Stewart, etc. Donc il a fallu quelques mois pour que nous arrivions à trouver une solution avec Rusal. Mais avec votre grande participation, aujourd'hui Rusal non seulement travaille la bauxite à Kindia, mais a repris la transformation de la bauxite en alumine à Fria, et aussi a lancé son projet Nyanya, qui est une des plus grandes mines. Mais surtout, les relations se sont beaucoup renforcées. Il y a eu beaucoup de déplacements du dirigeant russe, notamment le ministre des Affaires étrangères Lavrov, le ministre des Affaires africaines Bogdanov, et beaucoup d'autres parlementaires, etc. Moi-même, j'ai fait 2 voyages. Le premier, c'est à Saint-Pétersbourg, lors de la foire. Et j'ai dit au président Poutine, mais je ne comprends pas. Il y a les rapports sino-guinéens, Inde-Chine, etc., Japon-Chine. Pourquoi la Russie? Il n'y a pas aussi Afrique-Russie. Il a promis qu'il fera Afrique-Russie et bientôt, donc dans 2 mois, je crois, il y aura partenariat russe-Afrique. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire une visite officielle à Moscou, qui a aussi renforcé la coopération. Nous avons un autre différent. C'était l'annulation de la dette qui était liée à un problème bancaire. Et le président Poutine a eu la gentillesse d'annuler les intérêts, etc., et de trouver une solution à cela. Donc votre présence a permis de renforcer les relations avec la Russie. Et vous savez, l'armée guinéenne a été pour l'essentiel entraînée par la Russie, la DDR et la Tchécoslovaquie. Donc ils sont plus habitués
au maniement du matériel russe. Et là aussi, la contribution a continué puisque vous formez beaucoup de nos militaires, y compris des pilotes, des médecins, etc. Mais aussi des cadres, puisque Russell aussi en forme. Donc, votre présence longue a permis quand même de beaucoup renforcer les relations entre nos deux pays. Et je suis certain que vous reviendrez nous le voir et que vous allez continuer à être l'ambassadeur de la Guinée à Moscou. Vous étiez l'ambassadeur de la Russie en Guinée. J'espère que maintenant vous allez être l'ambassadeur de la Guinée en Russie. Et j'espère vous revoir bientôt puisque nous serons là-bas pour la rencontre Russie-Afrique. J'espère avoir l'occasion de vous revoir de nouveau. Je vous souhaite bonne chance dans vos nouvelles fonctions et j'espère que vous aurez l'occasion de venir faire du tourisme en Guinée. Merci beaucoup. La cérémonie a pris fin par ce dîner que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a offert aux diplomates russes qui quittent la Guinée en laissant derrière lui une équipe de diplomates engagés à poursuivre le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Avant de poursuivre cette édition, voici pour vous le contenu de 4 messages départ du président de la République. Le premier adressé à son Excellence M. Emerson Mnangagwa, président de la République de Zimbabwe. Harare, Monsieur le Président, cher frère, j'ai été profondément consterné par la triste nouvelle de l'ouragan provoqué par la grande pluie torrentielle qui s'est abattue dans certaines villes de votre pays et a entraîné un désastre humanitaire sans précédent avec plusieurs centaines de morts et des dégâts matériels importants. Et je voudrais en cette douloureuse circonstance transmettre au peuple zimbabwéen, son gouvernement, aux familles durement touchées et à vous personnellement les condoléances les plus attristées du peuple de Guinée et de son gouvernement. Tout en vous réitérant ma profonde sympathie, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Signé professeur Alpha Condé, Conakry, le 19 mars 2019. Message départ adressé à son Excellence Monsieur Philippe Nyusi, président de la République de Mozambique, Maputo. Excellence Monsieur le Président, chers frères, après le violent cyclone qui a causé la perte de milliers de vies humaines et d'énormes dégâts matériels dans votre pays, en ces moments de douleur que traverse votre pays, vous me permettrez, Monsieur le Président, au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et à mon nom propre, de vous adresser mes sincères condoléances. Aussi voudrais-je vous prier de bien vouloir transmettre au peuple mozambicain et aux familles des victimes toute notre profonde compassion. En vous réitérant ma ferme solidarité, veuillez accepter, Excellence Monsieur le Président et chers frères, mes condoléances les plus attristées. Conakry, 19 mars 2019, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Message départ adressé à son Excellence Monsieur Danny Faure, président de la République des Seychelles. Monsieur le Président, c'est avec une profonde douleur que le peuple de Guinée, son gouvernement ainsi que moi-même avons appris le décès de son Excellence France Albert Rene, ancien président de la République des Seychelles, Parti populaire unifié des Seychelles et Front progressiste du peuple des Seychelles, décès survenu le 27 février dernier. En cette douloureuse circonstance, voudrais-je adresser au peuple des Seychelles, son gouvernement, aux familles touchées et à vous personnellement, les condoléances les plus émues du peuple de Guinée, de son gouvernement, tout en vous témoignant ma profonde compassion. Je vous prie de recevoir, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 19 mars 2019, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Enfin, message à départ adressé à son Excellence Madame Jacinda Ardern, Premier ministre de la Nouvelle-Zélande. Wellington, Madame le Premier ministre, c'est avec une vive émotion que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris la triste nouvelle de la fusillade perpétrée dans les 2 mosquées de Christchurch ayant entraîné la mort d'une 50aine de vos compatriotes et de nombreux blessés. Je me joins au peuple de Guinée et à son gouvernement pour condamner de façon vigoureuse cet acte extrémiste, criminel et insensé qui ne trouve de justification dans aucune croyance religieuse.
En ces instants de dure épreuve, je voudrais vous adresser mes sincères condoléances que je vous prie de transmettre au peuple néo-zélandais, son gouvernement et singulièrement aux familles durement éplorées. Veuillez accepter, Excellence Madame le Premier ministre, l'expression renouvelée de ma profonde compassion. Conakry, le 19 mars 2019, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. La francophonie marque son territoire et défend son outil de communication. Le thème retenu pour célébrer cette 49e journée est assez révélateur. En français, s'il vous plaît, la langue serait-elle menacée? En tout cas, la Guinée, elle, est prête à jouer sa partition pour accompagner les efforts de la communauté. C'est ce que nous apprend le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Bali. La Guinée, à l'instar des autres pays membres de la famille francophone, commémore ce mercredi la journée internationale de cette institution créée à Niamey au Niger en 1970. Cette 49e journée de la francophonie est placée sous le thème « En français, s'il vous plaît ». Il invite aux jeunes francophones à s'approprier la langue française. L'Organisation internationale de la francophonie vise à bâtir autour d'une langue commune et en dépit de la différence et de la diversité des populations qui la composent, une communauté fraternelle et solidaire œuvrant à l'avènement d'un monde plus juste où la prospérité et les richesses sont partagées plus équitablement. Depuis sa création, l'Organisation internationale de la francophonie a beaucoup évolué et s'investit pleinement au-delà de la défense et de la promotion de la langue française, dans la quête de solutions aux nombreux défis qui interpellent le monde, notamment le développement durable, les changements climatiques, l'accès aux nouvelles technologies, la prévention des conflits et la gestion des crises. Son combat se situe désormais dans l'instauration d'un ordre mondial plus équitable, plus démocratique, plus pacifique et qui met l'homme au centre de la politique, de l'économie et de la culture. Cette année, la journée internationale de la francophonie est célébrée au lendemain des assises du 17e sommet de l'organisation tenu l'année dernière à Erevan, en Arménie. Ce sommet a été marqué par l'élection d'une femme du continent, Madame Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, au poste de secrétaire général de la francophonie. En lui renouvelant au nom de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, toutes nos félicitations et notre soutien, je voudrais réitérer notre ferme détermination à l'accompagner dans la réalisation de nobles objectifs de notre organisation. Il me plaît également de saluer son approche et sa vision pour une francophonie nouvelle, fortement mobilisée autour de la promotion de la jeunesse et de l'autonomisation des femmes. Le ministre des Affaires étrangères se dit convaincu que la recherche de solutions inclusives, le partage d'expériences et de bonnes pratiques, la promotion de la coopération sud-sud constitue un bon créneau dans l'élan de réformes entreprises en vue de moderniser l'organisation et donner plus d'impact, d'efficacité et de visibilité à son action sur la scène internationale. Les lampions se sont éteints ce mardi sur le 14e conclave Inde-Afrique auquel la Guinée a pris part. Le Premier ministre, en compagnie d'une délégation gouvernementale de plusieurs cadres techniques et opérateurs économiques, a représenté le chef de l'État à des travaux qui se terminent sur une note de succès quant à la participation guinéenne. Témoignage en images dans ce reportage de Mohamed Lamine Solano, notre envoyé spécial à New Delhi. Le sommet a duré 3 jours et mobilisé une quarantaine de pays africains. La Guinée, invitée d'honneur pour l'édition de cette année, a activement pris part aux travaux. Objectif du gouvernement, développer des partenariats durables avec l'Inde. L'offensive se termine sur une note de succès. Ce forum est important parce qu'il repose sur l'idée d'une vision, celle du président Alpha Condé, de diversifier la coopération entre la Guinée et le reste du monde. Du point de vue bilatéral avec l'Inde, notre programme bilatéral
a posé les jalons d'une coopération qui ira crescendo. Nous avons le secteur privé indien qui a vraiment mordu à la maison guinéenne. Et vous verrez dans les mois à venir une croissance en termes de transactions commerciales entre l'Inde et la Guinée. Point de vue de la vision économique, les deux continents partent du constat qu'il faut s'éloigner de la coopération stricto sensu en termes d'aide pour aller vers un accroissement du commerce, vers une interaction économique entre le bloc africain et le sous-bloc indien. Objectif du gouvernement Kassori, stimuler les échanges et les investissements pendant que le géant indien courtise la Guinée. À ce jour, on estime à 900 millions de dollars le volume de transactions annuelles entre New Delhi et Conakry. Le partenariat sur le plan économique est sur de bons rails, mais pas seulement. Nous sommes convenus sur un plan diplomatique de donner, d'unir nos forces de manière à ce que les choses changent au Conseil de sécurité de l'ONU, de manière que la démocratie y prévaille, parce que l'Inde et l'Afrique, les deux continents à eux seuls, représentent globalement plus du tiers de la population mondiale. Qu'ils ne soient pas représentés au Conseil de sécurité de l'ONU, ce n'est pas démocratique. La Guinée se présente aujourd'hui comme un des pays avec qui des liens importants se sont développés avec l'Inde sur le continent. Le président indien est attendu à Conakry d'ici à la fin de l'année. L'annonce est faite lors de ce sommet Inde-Afrique, durant lequel des partenariats sont établis pour faire face aux besoins urgents du pays. Avec le partenaire d'Exim Bank, nous sommes parvenus à faire passer un certain nombre de projets chers à notre pays et qui tiennent également à cœur le président de la République. Il s'agit notamment dans le domaine de l'agriculture, du projet d'irrigation. Il s'agit également, pour coller un peu à l'actualité sportive dans notre pays, de la possibilité pour l'Inde de nous assister dans la réalisation d'infrastructures par rapport à cet événement extrêmement important pour notre pays, notamment la réalisation des stades. Il s'agit également de travailler à améliorer la mobilité urbaine, ça veut dire renouveler le parc automobile dans notre pays pour le montage de bus et de voitures pour aider nos transporteurs à travers une convention à se doter de bus nouveaux, de cars nouveaux pour renouveler notre parc et donc améliorer la mobilité urbaine. Ce 14e sommet a été l'occasion pour les dirigeants africains et indiens de faire le point sur les progrès du partenariat et de répondre aux besoins futurs. Commerce, sécurité, coopération, climat et géopolitique étaient au menu des différentes rencontres. Le Premier ministre Kassori a porté la voix de la Guinée qui souhaite intensifier les relations entre Conakry et New Delhi. Et pour être plus complet, j'ajoute que le Premier ministre a été reçu ce mardi par le vice-président indien. Les échanges ont été consacrés au renforcement de la coopération bilatérale entre la Guinée et l'Inde. Retour à Conakry vers l'amélioration de la formation en ingénierie. Le ministre guinéen de l'enseignement supérieur a effectué un séjour de travail à Paris. Il a rencontré plusieurs cadres de l'Institut Pasteur. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération dans le domaine des recherches. Mangafodé Touré. La Guinée à la recherche de compétences et d'expertise pour la réforme de la formation en ingénierie. La diaspora, à travers l'association des cadres et techniciens d'origine guinéenne, est sollicitée. Cette rencontre est l'aboutissement d'une démarche entreprise par l'ambassade de Guinée pour l'implication des Guinéens de France au processus de développement du pays. Notre rôle ici, c'est d'impliquer le maximum possible de nos compatriotes compétents, expérimentés, voulant rentrer au pays pour aider le processus de développement. La délégation du ministre a visité l'école polytechnique. Une visite guidée par un chercheur d'origine guinéenne qui évolue dans ce laboratoire de physique.
Pour favoriser l'accueil des étudiants guinéens dans les classes préparatoires, le ministre a signé une convention avec le président de l'école polytechnique. À terme, bien entendu, dès l'établissement de ces classes préparatoires, des étudiants pourront justement concourir au concours de l'école polytechnique, ce qui permettra dans la durée d'avoir plus d'étudiants guinéens qui rejoignent l'école polytechnique, effectivement. Nous allons bénéficier de l'appui de Polytechnique pour évaluer nos formations en ingénierie et également bénéficier de leur appui pour la mise en place des classes préparatoires aux grandes écoles en Guinée. Au lycée Louis-le-Grand, la délégation a eu des échanges avec les autorités de l'école qui promettent d'accompagner la Guinée. Mais avant, le ministre et sa suite ont discuté avec la direction de l'Institut Pasteur de l'ouverture prochaine de l'Institut Pasteur de Guinée. Nous avons également échangé sur nos priorités respectives, l'Institut Pasteur d'une part et les priorités du ministre. Et nous avons évoqué les prochaines échéances qui étaient les échéances importantes en termes de fonctionnement de l'Institut Pasteur de Guinée et également de collaboration avec nos partenaires guinéens mais également nos partenaires français et internationaux. Nous avons eu un nouvel accord avec l'Institut Pasteur qui va construire son centre en Guinée. Ce sera le 33e dans le cadre de l'Institut du réseau des instituts Pasteur dans le monde. La délégation a visité quelques installations de l'Institut et le musée dans lequel se trouve encore ce laboratoire de Louis Pasteur et où l'âme de ce brillant esprit repose à jamais. Ceux qui battent leurs femmes à la maison devraient se trouver une autre occupation puisqu'une disposition coordonnée va être prise bientôt à l'échelle internationale pour lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Les travaux des Nations Unies sur les conditions féminines ont tourné autour de ce point, faire respecter les droits des femmes partout dans le monde. Fatoumata Sabora, notre correspondante à New York. Bientôt un traité mondial pour lutter efficacement contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Le document est la synthèse de tous les instruments sous-régionaux et régionaux de lutte contre les pratiques néfastes à la santé des femmes. Le but, c'est vraiment que ce traité puisse être appliqué à toutes les femmes pour que toutes les femmes aient un recours en justice pour obtenir justice. Mais aussi, nous allons travailler sur la prévention, sur l'éducation des juges, de la police, des docteurs, des infirmiers, de façon à ce que ce soit reconnu et que ces femmes puissent avoir des services. Le but est aussi d'obtenir des refuges pour les femmes. 3 ans après le lancement de la campagne pour l'adoption d'un traité mondial en vue de venir à bout des violences basées sur le genre, l'initiative mobilise des organisations de défense des droits de la femme des 5 continents. Pour son adoption, les voix des 193 États membres de l'ONU sont indispensables. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est de désigner le président de la Guinée comme le champion pour ce traité. Parce qu'il a montré, en tant que président de l'Union africaine, ce qu'il pouvait faire. Vous savez, c'est sur sa proposition qu'il y a eu des champions contre les mutilations génitales féminines, des champions contre les mariages d'enfants. Ça, c'est un acquis. Comme il a fait ses preuves, j'ai proposé à nos collègues de le choisir pour tenir le flambeau aussi de ce traité mondial contre les violences faites aux femmes. Selon les chiffres officiels, une femme sur 3 est victime d'une des 13 000 formes de violence répertoriées dans le monde. Pour mettre en place le traité mondial de lutte contre les violences basées sur le genre, le comité des experts dit avoir besoin de 4 milliards de dollars américains. Et ce communiqué du ministère du Budget. Le ministre du Budget porte à la connaissance de l'ensemble des opérateurs économiques de tous les secteurs d'activité que les opérations de régularisation des numéros d'identification fiscale permanents lancées à la Direction nationale des impôts le 21 janvier 2019 devraient prendre fin le jeudi 21 mars 2019.
Pour permettre aux contribuables retardataires de régulariser leur situation auprès de l'administration fiscale, le gouvernement leur accorde un délai supplémentaire de 10 jours, date d'échéance le 31 mars 2019. Passé ce délai, tout opérateur n'ayant pas régularisé sa situation fiscale verra son numéro d'identification fiscale désactivé et ne pourra aucunement opérer au niveau de la Direction nationale des impôts, de la Direction générale des douanes, de la Direction nationale du Trésor, de la Direction nationale des marchés publics et de l'Agence de la promotion des investissements privés APIP. Le ministre du Budget s'est compté sur l'esprit de civisme de chacun et de tous, signé le ministre Ismaël Djoubaté. La SFI, Société financière internationale, se propose d'accompagner le secteur minier guinéen. Le directeur général de cette institution est à Conakry depuis hier pour un séjour de travail. Ce matin, il a échangé avec le ministre des Mines, Valérie Talimané. Ce mardi, la délégation de la Société financière internationale a mis à profit son séjour de travail pour échanger avec le ministre des Mines et l'équipe de la bourse de sous-traitance et de partenariat. Le but est de permettre au gouvernement d'accroître l'utilisation de ses ressources naturelles afin de booster l'économie nationale. Parce que sur le papier, tout le monde comprend, mais comment on le fait en réalité, c'est ça qu'on essaye de faire. Donc c'est pas le minier, c'est comment le minier devient un moteur pour le reste de l'économie. C'est ça qui est important, mais il faut une courroie de transmission. Et on est en train de parler ici de cette courroie de transmission. Et ça ne va pas se faire tout seul, c'est du travail. Les bâtiments, comme vous voyez, ça existe, c'est pas du papier. Et on pense que ça va en effet être vraiment un moteur qui va structurer le reste, une grande partie de l'économie, et en particulier les petites et moyennes entreprises. Mais ça aussi, c'est du travail, et ça veut dire de l'accompagnement, ça veut dire que les capacités de ces entreprises se développent, et donc créer un cercle vertueux. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je crois que là, on est dans un moment historique d'inflexion où je pense qu'on a mis en place les conditions pour que ce qui est théorique devienne pratique. Ici, à la bourse de sous-traitance et de partenariat, les échanges sont essentiellement consacrés au développement du secteur minier. Un secteur qui participe aujourd'hui à l'émergence de l'économie nationale et à la création de milliers d'emplois pour les jeunes. Cette structure nouvellement créée par le gouvernement est le résultat de la mise en œuvre de la lettre de politique de promotion du contenu local. Elle constitue un outil novateur de croissance économique. Nous avons, avec l'appui de notre partenaire, la Société financière internationale, élaboré une lettre de politique de promotion du contenu local de façon globale, mais aussi dans le secteur minier. Et cet outil, aujourd'hui, qui nous a accordé le plaisir de visiter, cet outil nous permettra de pouvoir faire des progrès dans le cadre de ce transfert de richesse, ce transfert de croissance du secteur minier au reste de l'économie pour répondre à l'objectif global de développement de la Guinée par la diversification de son économie, pas seulement le secteur minier. Et la priorité du président Alpha Condé, c'est de nous assurer qu'au fil des années, au fil des décennies, nous puissions être de moins en moins dépendants du secteur minier. Et il a tenu à visiter cette bourse de sous-traitance pour pouvoir apporter le soutien de la SFI à cette politique et réaffirmer l'engagement de la SFI qui nous a accompagnés depuis plusieurs années à poursuivre ce chemin-là vers un développement intégré de la République de Guinée. C'est la première visite du directeur général de la SFI après la mise en place de la bourse de sous-traitance le 5 décembre 2018. Véritable partenaire technique et financier, la SFI est une institution du groupe de la Banque mondiale qui accompagne notre pays dans l'amélioration du climat des affaires et d'attraction des investisseurs. L'approche par les compétences, un partage d'expériences pour harmoniser le niveau des formateurs de l'enseignement professionnel du continent. Conakry montre sa pédagogie à des enseignants venus d'autres pays. Objectif, valoriser la formation professionnelle. Moussa Komara, Saïdou Diallo.
C'est la deuxième réunion des conseillers en formation du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle à Conakry après celle de 2015. Cette fois, il se penche sur l'approche par les compétences pour la conception, la gestion et le suivi-évaluation des dispositifs de formation professionnelle en Afrique. Une approche considérée aujourd'hui comme la solution à l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Il est bien que ceux qui sont les prescripteurs, à savoir les institutions et fonds qui financent les actions de formation et qui apprécient les programmes, sachent véritablement comment est-ce que ces programmes s'élaborent et par quel mécanisme on en arrive véritablement à approcher les besoins réels de formation et comment on les traduit en situation réelle, n'est-ce pas, d'apprentissage. Ce sera la manière d'assurer la qualité des interventions au profit, n'est-ce pas, des publics cibles. Voilà pourquoi cette formation est une formation d'importance pour nous, pour que nous nous assurions que ce que nous sommes en train de financer en termes de formation, en termes de programme, un programme de qualité qui ira vers les publics qui vont s'en approprier pour des résultats que nous attendons. Pendant 2 semaines, ces 28 conseillers vont s'approprier les modules comme planifier et conduire une étude sectorielle et préliminaire, les référentiels de métiers compétences, les guides pédagogiques et les référentiels d'évaluation. L'idée est de développer le capital humain afin de faciliter l'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes du continent. Le phénomène de l'immigration clandestine que vous connaissez, nous ne pouvons pas avoir une solution guinéenne, une solution nigérienne, une solution malienne. Moi, je pense qu'il faut une solution régionale ou sous-régionale, même une solution africaine qui impacte tous les pays à la fois. Présent à cette rencontre, le représentant du ministre de l'enseignement technique a encouragé les membres du réseau qui ambitionnent de révolutionner la formation professionnelle sur le continent. Nous voulons simplement inviter l'ONFP à en faire une priorité pour à la fois nos agents et au-delà pour tous les agents de la sous-région et de tous ceux qui sont membres du RAFRO. Pourquoi? Parce que ça permettrait de donner de la performance aux différentes formations qui seront données par les conseillers dans les différentes entreprises. Ce rendez-vous de Conakry est une des recommandations de l'Assemblée générale extraordinaire du réseau tenue en 2018 à Cotonou. À l'issue de la rencontre, une politique régionale d'insertion des jeunes sera définie par ses conseillers. Jamais 203, un autre charlatan vient d'être épinglé par les services spéciaux. Lui aussi se dit faiseur de grossesse. Il aurait arnaqué plusieurs femmes et en aurait violé beaucoup d'autres sous prétexte de déclencher leur fécondité. Alpha Isiagaba. Et j'ai fait l'escroquerie. Âgé de 32 ans, Alcine Sako, stagiaire à la police, s'est fait appeler Jean-Pierre Collier pour accomplir le métier de guérisseur traditionnel. Il est interpellé par les services spéciaux de lutte contre les crimes organisés pour cause de viols et d'escroquerie. Angoissée par les fibromes, elle rêvait trouver le remède auprès du soi-disant guérisseur, mais leur rêve est devenu un véritable cauchemar. Elles sont toutes tombées dans le piège de Sako. Se disant guérisseur de profession pour escroquerie, viol, menaces, abus de faiblesse, administration de substances nuisibles à la santé, à l'occasion de l'exercice de sa profession, en parvenant à les convaincre d'être en mesure de guérir les maladies dont elles souffrent et de régler tous leurs problèmes, tels que les problèmes sentimentaux, argent, mariage, voyage. Au lieu de les guérir, il a plutôt porté atteinte à la dignité de ces femmes, tout en leur causant d'autres maladies graves. C'est au quartier Afia, dans la commune de Dixine, qu'Alceni menait ses opérations. Ses consultations varient de 600 000 à 3 millions de francs guinéens. Ses clientes parlent de viol en Syrie. Sako aurait administré à la plupart de ces femmes des organes d'animaux domestiques et des décoctions pour des fins thérapeutiques, mais sans effet positif. C'est un violeur en série. Quand il vient chez toi, ou tu te déplaces, tu viens lui voir, il te dit de te déshabiller, il rentre sous le drap, il insère un morceau de viande sur toi. Mais avant d'insérer le morceau de viande sur toi, il te dit « Ah, j'ai besoin que tu mouilles, tu vois, avant que je sorte la maladie sur toi. »
Après, il prend le téléphone, il sort, il te dit, ah, c'est ce qui est sorti sur toi, ça c'est le fibrome. C'est un violeur. Il viole toutes ses clientes. Que tu sois vieille, jeune, il le fait. On ne sait même pas quel genre de viande il insère sur les femmes. On marche comme ça, on est malade, on demande au gouvernement de nous aider. On ne sait pas quel genre de maladie on a. Il nous a infectés. On ne sait vraiment pas quel genre de viande il insère sur les femmes. Et puis il couche avec tout le monde. Peut-être qu'il est malade, on ne sait pas. J'utilise, comment dire, j'égorge la chèvre. Je prends le pescule, je l'utilise avec le médicament, avec le rognon. Après maintenant j'appuie son ventre, ça sort. C'est comme ça que j'utilise pour traiter le fibrome. Si vous regardez cette vidéo, vous comprendrez le danger qui encourt ce monsieur. Il a reconnu. Il a reconnu les faits. Il fait infiltrer, après avoir fait ce que lui-même veut, il te fait infiltrer des organes humains, des organes d'animaux. Après, il te pousse le ventre. Ça sort là comme c'était la chose. Soit c'est lui-même qui filme, ou il y a une autre personne qui filme. C'est du porno pur et simple. Il se fait filmer en train de faire n'importe quoi avec la femme d'autrui. C'est pourquoi sa femme est en cavale, qui est sa complice directe. Sa grande sœur est en cavale, qui est sa complice directe. Sa famille même est en cavale. Ces vendeurs d'illusions foisonnent actuellement à Conakry. Ce cas n'est pas isolé. Il rappelle celui de Nafanta Kamara et Emile Nyankoy Collier qui sont actuellement à la maison centrale de Conakry. Sako lui aussi sera déféré dans les prochains jours devant les tribunaux. Les regards sont donc tournés vers les autorités pour mettre fin à ces pratiques dont les femmes sont souvent les principales victimes. Dernier jour d'entraînement ce mardi du Silly Junior avant le match décisif demain contre le Sénégal. Un match qui compte pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. La compétition aura lieu en Égypte. Nos reporters ont tenté de savoir le niveau de motivation dans les deux camps. Suivez. Le match, bon, vous savez, un match de football n'est jamais gagné d'avance. Le match, il y a des réalités du terrain, c'est sur le terrain. Moi, je ne peux rien vous dire, c'est les joueurs, parce qu'on ne peut jamais pronostiquer un match de football. J'étais footballeur, je sais ce que c'est. Donc les joueurs, quand ils se retrouvent sur le terrain, c'est eux qui font la différence. Et je pense que bon, demain, on verra un bon match, parce que toutes les deux équipes sont bonnes. Pour affronter le Sénégal qui a eu 6 stages. Et à ce niveau, je pense que tout le monde est prêt. J'ai le groupe au complet. Seulement, il y a un joueur qui s'est blessé aujourd'hui, qui n'est plus apte parmi le groupe. Sinon, pour le moment, tout va bien et au sein de l'équipe. Le volleyball en quête de renaissance à Conakry, un tournoi intercommunal vient de prendre fin. L'équipe des Matam a raflé la première place. Les organisateurs veulent relancer ce sport très peu pratiqué dans le pays. Abdoulaziz Baldé. Même s'il n'est pas le sport roi, le volleyball attire de plus en plus d'adeptes à Conakry. Pendant près d'une semaine, une compétition a réuni les équipes de 5 communes de la capitale. En ligne de mire, redynamiser cette discipline afin de détecter de nouveaux talents. Nous avons pris fonction au niveau de Conakry pour animer le volleyball de Conakry. Ça fait partie du programme annuel de la Ligue de volleyball de Conakry. Ce tournoi n'est qu'une des activités de la Ligue. Vous allez en trouver d'autres. L'objectif, c'est de faire jouer le volleyball. Ce qu'on peut retenir, c'est que les jeunes de Conakry aiment jouer le volleyball. Je pense que c'est le premier message le plus important qu'on puisse passer aujourd'hui. Pour cette finale, c'est l'équipe des Matam qui est opposée à celle de Ratoma. Au terme d'une rencontre très disputée, Ratoma s'impose 3-7 à 1. Des prestations séduisantes qui ne laissent pas le public indifférent. On a essayé de jouer sur le côté faible de l'équipe adverse. En fait, je ne les sous-estime pas. C'est des grands joueurs, c'est des grands joueurs. Mais vous savez, en termes de volleyball, c'est de la géométrie dans l'espace. Il faut toujours utiliser le côté faible de l'équipe là où il n'y a pas de joueurs. Donc on s'est basé sur cette tactique pour pouvoir les gagner. Je félicite la Ligue régionale de Conakry. Je les remercie de nous avoir invités ici et de nous avoir permis de voir un très beau match. L'équipe de Matam, il faut lui dire bravo, parce que pour qu'un match soit beau, il faut qu'il y ait deux équipes valables. Absent de la scène internationale depuis peu de 23 ans,
le volleyball guinéen refait surface à travers l'ASFAG, le champion du Guinée en titre, au mois d'avril prochain en Égypte. L'occasion pour le club guinéen de marquer des points au sein de l'élite africaine.